Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Il y a le Boris qui va faire de la pop. Bien sûr qu'il y a de la profondeur dedans, mais c'est de la pop, c'est du pop art. Et puis il y a Boris qui va faire quelque chose de très profond, voilà, de ce que certains diront, ouais, ça c'est de l'art. Il faut arriver à te regarder toi-même, à te poser des questions et à ne pas faire des choses par mimétisme. Parce que je vois, il fait ça, moi aussi je veux faire ça. Non, tu vas vite t'écrouler. Il faut faire des choses par rapport à ton rythme. Il faut aller à ton rythme. Et à chaque fois, il faut avoir du recul. Quand moi je pose un geste, je regarde et puis je me questionne personnellement. Ce que je fais, où est-ce que ça peut m'amener? Avant de peindre une toile, il faut d'abord que cette toile me parle, ou les dessins ou les croquis que j'ai faits me disent quelque chose, où je peux avoir au moins une petite histoire derrière. C'est ça mon but. Ne pas faire les œuvres comme une machine, mais avoir à faire une, deux, trois toiles que soit le modèle, soit le décor, soit les signes peuvent commencer une discussion. C'est pas facile de réfléchir à gauche, réfléchir à droite, mais la plupart du temps, c'est la possibilité à te ressourcer, avoir des personnes de ressources. C'est-à-dire tu as les gens avec qui tu causes, tu lis, tu regardes les documentaires, tu voyages. Tout ça contribue à cela. Parce que si tu restes seulement dans ton atelier, tu vas faire seulement ce qu'il y a dans ton atelier. Tu ne peux pas voir les expositions des autres. Quand on te dit il y a un biennale ici, tu as la possibilité de voyager, mais tu te dis non, c'est pas la peine parce que je suis dans mon sphère. C'est vrai, ça marche, mais pour moi, l'idéal, c'est de faire tout ça et d'être moi. Oui. De toujours ce n'est même pas la question du renouvellement, mais vraiment de faire ce qui te parle Oui. sur le moment et d'avoir ces recherches-là. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu les travaux de qui t'a permis d'avoir ce prix, le premier prix Pascal Martin Taillou, c'était en 2017. 2017, voilà. T'es encore à l'école. Voilà, exactement. Tu étais encore à l'école. Et il y avait, je me souviens, je crois que c'était un triptyque. Oui. Où il y avait des cerveaux que tu avais peints dans les bocaux. Oui. Voilà. J'ai beaucoup aimé, mais vraiment, ça n'avait rien. Ça avait quelque chose de mortifère, de morbide, mais c'était. Il y avait une beauté, je ne sais pas comment mieux parler de ça. Et il y a eu aussi à l'exposition, parce que vous avez travaillé un peu avec Pascal Martin Taillou, et à l'expo, il y avait cette installation que tu as faite, que j'ai trouvée d'une finesse et d'une intelligence, mais vraiment d'une intelligence. C'était ce qu'on appelle une chaise anglaise que tu avais transformée en une, comme pour dire, vos bulletins de vote, quand on va voter là, on va voter au shot, quoi. Mais vraiment, Boris, c'est un truc qui... J'ai trouvé ça tellement bien, tellement intelligent, tellement sensé, surtout dans comment on appelle ça, l'environnement, voilà, dans notre contexte. C'était ce qu'il y avait lieu de faire. Et pour moi, quoi, c'est magnifique. Et voilà. Je vais pas parler plus que ça parce qu'on va dire que c'est la pub. mais vraiment, et moi, personnellement, ce sont des choses comme ça qui m'ont dit, écoute, il faut que tu ailles auprès de ce mec pour qu'il raconte son parcours, que les gens, les jeunes, même les moins jeunes, hein, on s'inspire de tous et de tout le monde, puissent savoir d'où ça vient, comment ça fonctionne à un certain niveau. Et j'aimerais aussi te poser cette question de savoir quel est ton processus. C'est-à-dire quand Boris Andjé se penche sur un sujet, quel est ton processus? Aujourd'hui, on voit cette toile, mais ce truc fini là, je vois deux belles filles avec des habits colorés, magnifiques. C'est même en rouge, je suppose, vu que c'est pas signé. Mais comment tu quittes
de l'idée pour arriver à ça? Quelles sont les étapes que tu respectes? Il y a un travail de recherche qui se fait d'abord avec les images. Vu que mon travail est beaucoup, je peux dire, je suis autour de sujets, ma technique est un peu réaliste, oui. Et du coup, je me force à utiliser les images pour représenter ce qui est réel. Et des fois, je prends les images par moi-même, je fais des photos, je fais une scène où je capte ce que je veux, ou bien je fais un assemblage des images pour avoir ce que je veux. Et il y a des fois où sur Instagram, je trouve des photos qui parlent déjà par rapport à ce que je veux représenter. Par exemple, si je veux faire une série sur les cheveux, dans mon parcours, quand je regarde en feuilletant les réseaux sociaux, si je tombe sur une photo qui me parle par rapport au projet que j'ai actuellement, je contacte le photographe ou le modèle, je dis bon, j'ai vu cette photo, est-ce que je peux utiliser? Je me présente. Si la personne dit oui, j'utilise. Et il y a des fois, j'ai une idée d'une photo idéale que j'ai dans ma tête, une scène, comment représenter ça d'une manière idéale pour moi. Et je fais cette composition-là, de photographie. Et puis je passe au niveau de croquis. Je fais des croquis des fois pour voir les différentes possibilités. Oui. Même dans mon téléphone, je fais les petits croquis pour voir comment est-ce que je peux en placer, quel format peut aller, quelle taille peut bien représenter cela. Et puis je dessine sur toile. Après avoir mis le dessin sur toile, je commence à réfléchir maintenant aux couleurs. Oui, je commence à réfléchir aux couleurs. Est-ce que je vais adopter les couleurs propres comme sur l'image? Est-ce que je vais ajouter quelque chose? Est-ce que je vais modifier les vêtements? Parce que ça m'arrive des fois de modifier le vêtement. Tu peux porter une veste et dans ma composition, je n'aimerais pas que tu portes une veste. J'enlève le veste, je dois mettre un tricot, un t-shirt. Oui. Et c'est comme ça le processus. Et maintenant, arrivé au niveau des couleurs, les couleurs sont mises premièrement, les premières couches sont mises d'une manière spontanée, quitte à ce que même après on peut changer. Mais il y a des couleurs qui sont propres. Par exemple, les couleurs du sujet principal, que je réfléchis par rapport à cela, pour qu'il y ait une harmonie par rapport au fond, par rapport à celui qui est à côté et tout ça. Donc voilà un peu le processus. Génial. Et il y a aussi quand même, et je comprends en t'écoutant depuis pratiquement 1 heure là, je commence à comprendre d'où vient cette infographie, la sérigraphie en tout cas, qu'on retrouvait dans tes travaux. Peut-être moins maintenant, mais à l'époque, il y avait beaucoup de sérigraphie. C'est ce que tu as appris quand tu étais déjà au lycée. Tu disais que tu as continué à exploiter jusqu'à là. Bah, très bien. J'aimerais maintenant qu'on aborde un sujet dans la carrière d'un artiste qui est devenu, je crois, important, la communication. Ok. Parce qu'aujourd'hui, je parle comme... Peut-être c'était une question qu'on n'aurait pas posée il y a 10 ans. Il y a 20 ans, un artiste, ce n'était pas à lui de s'occuper de sa communication. Mais aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, de l'outil qu'est Internet et d'autres choses, encore d'autres moyens, la communication commence à avoir vraiment une dimension très importante dans comment un artiste manage sa carrière. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Comment toi, tu t'y prends pour édifier nos jeunes, les jeunes qui nous écoutent, pour qu'ils sachent que les gens puissent... Parce que cette question est due au fait que quand j'étais, par exemple, au Beaux-Arts de Fumban, il y avait des jeunes qui me disaient « Ah, nous sommes à Fumban, on n'existe pas. Parce que nous sommes loin de Douala, qui est la capitale économique, ou de Yaoundé, qui est la capitale politique du Cameroun. Mais comment toi, tu communiques pour exister en tout cas ?» Moi, je pense que la communication est sur 2 volets. La communication qui est faite pour ceux qui sont en galerie, par les galéristes, et
l'autre communication qui est propre à toi en tant qu'artiste. Dans la communication, il faut avoir une démarche. Moi, j'ai une démarche de communication. Je peux faire une communication événementielle, c'est-à-dire si je prépare un solo, je commence à préparer mon public par rapport à cela, sur les réseaux sociaux principalement. Je poste les dessins que j'ai commencé, je poste mon atelier, je poste les croquis, je poste quand je suis en train de mettre les premières couches. Au fur et à mesure que le travail avance, je garde mon public. Voilà. Maintenant, quand il y a l'affiche, je publie l'affiche de l'exposition avec les dates, toutes les informations qui vont avec. Mais maintenant, l'autre forme de communication, si tu n'es pas en galerie, si tu n'as pas des expositions, c'est de faire des communications sur ton travail et de faire une communication approfondie. Ça ne suffit pas à chaque fois de publier une photo finie de l'œuvre, surtout que tu n'es pas encore, entre guillemets, connu. Si tu n'as pas un public, si tu n'as pas quelques personnes qui regardent déjà ton travail. Si tu es novice, de prime abord, ce que je faisais, c'est de montrer mon travail fini avec un petit texte. Par la suite, je montre un autre travail qui est en cours pour qu'on voit véritablement le processus. Comment est-ce que ça se fait? Avec quoi ça se fait? Et je créais souvent les petites anecdotes autour de mon travail. Je cherche les poèmes, les slogans qui vont avec. Oui, pour accompagner, pour que la communication ne soit pas muette. Parce que regarder une image, c'est beau. Mais il ne faut pas non plus faire une communication de textes qui est très longue. Parce que beaucoup de gens ne vont pas aller sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Il faut qu'on arrive à faire peut-être les phrases de 3 lignes, 5 lignes, que quand quelqu'un tombe sur l'image, en 2-3 secondes, il peut rapidement balayer l'essentiel à travers ton texte. Et les jeunes qui nous écoutent, je ne pense pas qu'ils doivent avoir les excuses que nous, on n'existe pas, on ne sommes pas en galerie. Non. Le peu de travail que tu fais, il faut montrer. Et il y a une question que je pose souvent aux étudiants, c'est: tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, sur Twitter et le reste. Quels sont les gens que tu suis? Quels sont les gens qui te suivent? Si tu es sur Facebook, tu as 1000 amis. Les 1000 amis qui te suivent, 700 sont tes camarades de classe, tes voisins. Comment est-ce que tu veux que ton travail soit connu? C'est ça, bonne question. Comment est-ce que tu veux que ton travail soit vu? Tu sais, je me fais souvent tirer dessus parce que je n'accepte pas justement les demandes d'amitié de mes voisins. Je dis, mais nous sommes voisins au quartier, si on est amis au quartier, on est ensemble. Si tu me dis, pas la peine. Si tu veux me connaître, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est un outil professionnel pour nous, ça doit servir. Facebook et Instagram. Non, mais c'est génial. Et s'il y a une chose aussi que je retiens de ce que tu as dit, c'est ne pas faire une communication muette. Et je me tue toujours à le dire aux jeunes, apprendre à faire des légendes, à faire un peu de texte pour accompagner, parce que ça enrichit ce que l'artiste propose en termes de communication. La pause d'art. Là, nous sommes en train vraiment de tirer à la fin de cet entretien. Je te remercie encore pour ton temps parce que je l'avais évalué à peut-être une trentaine de minutes, voire 1 heure, mais nous sommes presque à 2 heures d'entretien. Et je sais que là, je suis en train d'empiéter aussi sur ton temps de travail. Tes projets? Les projets, il faut dire que depuis que l'année a débuté, depuis 2022, je n'ai pas eu d'exposition jusqu'à septembre. C'était un choix personnel et j'ai décidé de ne pas avoir d'exposition. Question pour moi de me regarder, de faire un travail qui est, comme je disais tantôt, il faut se questionner à chaque fois, il faut se remettre en question. De faire quelque chose qui a l'air d'être différent de ce que tu fais d'habitude. Même si tu ajoutes juste un élément,
Même si tu enlèves juste un autre élément, ça fait un plus. Et c'est cet exercice que je faisais depuis le début de l'année. Et actuellement, je suis en exposition à Londres, à Maddox Gallery. C'est une exposition collective. Et le mois d'octobre, je suis en Taipei. À Taipei, c'est en Taïwan. C'est une foire. Après ça, je suis à Londres en novembre. On a un pop-up show là-bas avec ma galériste et Dapa Gallery à Londres. On va présenter certains artistes de la galerie à Londres pendant un 54, pendant la frite, mais on aura un espace qui est propre à nous. En même temps, je serai à Miami, Scope Art Fair à Miami. Et décembre, j'ai un duo dans la galerie en Espagne. Et je serai aussi en exposition à ZMOCA, le musée en Afrique du Sud. Oui. Voilà un peu mon calendrier jusqu'à la fin d'année 2022. 2022. C'est un calendrier bien chargé en tout cas. Oui, avant de clôturer, Boris, ça fait la 3e fois que je dis ouais, c'est la dernière. C'est comme la dernière bière, on prend une pour la route et on en prend 10. C'est quand même je crois que c'est super important de parler de ça parce que pour moi, c'est une illustration de l'artiste que tu es ou que tu es en devenir. Mais voilà. C'est ta présence à Dakar parce que là, la dernière édition de 2019. Non, qu'est-ce que je raconte 2022. 2022. Parce que bon, on s'est croisés à Dakar, sur l'île de Gorée. Et j'étais surpris de te voir là parce que je savais en fait, vu que je suis un peu l'actualité de pas mal de personnes au Cameroun. J'étais un peu surpris de te voir et je te dis, bah, écoute, qu'est-ce que tu es là, tu fais quoi? Tu as une expo? Parce que je ne suis pas au courant de... Et là, tu me réponds, non, tu es venu voir ce qui se passe. Et moi, j'ai pas été surpris, mais j'ai été ravi. Je me suis dit, bah voilà, un mec, un jeune qui sait comment investir dans l'art. Là, c'est pas seulement de dire, ouais, tu produis, ça se passe plutôt bien et on se construit de beaux bâtiments, on achète de belles voitures, mais non. Là aussi, c'est d'investir dans l'art, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de se nourrir de ce qui se passe ailleurs. Et moi, vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir de te rencontrer à Dakar. Et pour la petite histoire et la très belle histoire que c'est avec ta femme, vous m'avez permis de faire les plantes, les empreintes palmaires, parce que je suis très dessin, c'est zéro. Donc, c'est grâce à Boris et à Lena Numbimbo, ils m'ont fait les empreintes palmaires, ils m'ont dessiné ça sur les contreplaquets, et ce qui m'a permis de faire mon installation là-bas. Et voilà, ceci dit, peut-être que tu nous parlais un peu de ce que tu as vu à Dakar pendant ton séjour. Ouais, c'était vraiment une expérience formidable pour moi parce que c'était ma toute première participation en tant que visiteur à la Biennale de Dakar et ma toute première visite au Sénégal. Et c'est une belle ville. C'est un voyage que moi et ma femme on a anticipé et puis on a fait un peu des économies pour arriver là-bas. Surtout qu'elle avait sa résidence là-bas, elle était prise en charge par la galerie et on devait aller là-bas nous deux. Mais on n'avait pas cette option-là, qu'elle aura cette possibilité de voyager, payer par la galerie, loger et tout ça. Mais on s'est dit, bon, voilà, ça fait une dépense de moins. Donc il n'y a pas de raison pour que toi tu ne viennes pas. Et ensemble, on a décidé que bon, il faut venir. C'est une opportunité qui s'est présentée et puis il y a les moyens actuellement. Donc c'est comme ça que je me retrouve à Dakar. La première chose qui m'a marqué à Dakar, c'est les Dakarois, les citoyens de la ville. Ils sont très accueillants, ils sont très sympas. Le tchéboudienne, le tchéboudienne, ça m'a plu, malgré le fait que ça n'a pas plu à ma femme, mais bon, ouais. là, ça m'a trop plu, quoi. C'était un très bon repas. Et j'ai un peu fait la visite du in et du off. Bon,
j'ai été, je vais dire, choqué, entre guillemets, par les œuvres que j'ai vues. Parce que j'ai vu les œuvres dans le in. Je ne veux pas dire que c'était léger, mais c'était d'une certaine simplicité. C'est ce que je disais dès qu'on a commencé le sport. J'ai dit, il y a des artistes qui ont cette possibilité de parler des choses qui semblent difficiles, mais avec les représentations très simples. Et c'est ça qui m'a marqué à Dakar. J'ai vu des installations qui étaient franchement... Donc tu vois, au premier regard, pour toi, c'est comme si c'est rien. Mais quand tu essayes de regarder avec un autre œil, de vouloir comprendre ce que l'artiste a dit ou bien de chercher à voir ce que l'artiste fait comme travail, tu comprends tout de suite qu'il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à voir, il y a de la profondeur. Et j'ai visité aussi les off et j'ai beaucoup apprécié les espaces qui ont pris le challenge de montrer certains artistes en off. Parce que je pense que la Biennale de Dakar, ce n'est pas seulement le in. Oui. Le off est des fois même encore plus important. Je crois qu'il y avait 500 projets cette année, c'était énorme. Le off, des fois, c'est eux-mêmes qui constituent en quelque sorte la Biennale. Parce que si tu viens sur le site de la Biennale, en 2 jours, tu as fait le tour. Tu as fait le tour. Donc sans les off de la Biennale n'aura pas le statut que ça a aujourd'hui. Donc je félicite véritablement les espaces et les artistes qui ont pris part dans les off de la Biennale et j'ai appris des choses. Et il y a beaucoup des installations que j'ai vues. Il y a une installation, je sais que le nom de l'artiste m'échappe, mais il a fait une installation et une performance. C'était tellement profond. Yes. Et j'ai vu ça avec ma femme et je lui ai dit, bon, voilà pour moi l'un des meilleurs moments. L'un des meilleurs moments que j'ai passé ici à Dakar en regardant cette vidéo, cette performance-là. La Biennale de Dakar, c'est vraiment un rendez-vous très important. Et j'ai eu la chance d'y aller en 2016 pour la toute première fois. J'étais dans un projet porté par les ateliers SAM, esthétique en rencontre, avec Jean-David Code et justement le docteur Ruth Bellinga. Et ça a été pour moi aussi un moment déclencheur, je crois, parce que le fait d'y avoir été, je me souviens de ce que j'avais dit à Jean-David Code quand on est allé visiter le IN. J'ai vu les travaux et j'ai dit à Jean-David qu'il n'y a aucune raison pour que je ne sois pas dans l'histoire cinéma. Et l'édition qui a suivi, j'étais retenu dans le IN. Mais pour dire que si je n'avais pas eu l'occasion d'y aller, tout comme toi tu y es allé, par tes propres moyens pour voir ce qui se passe, j'aurais toujours pensé dans ma tête que la Biennale de Dakar, c'est inaccessible. C'est-à-dire c'est trop high. C'est réservé pour un certain degré d'artiste. C'est ça, tu vois. Ce qui est faux. Ce qui est faux. En 2018, c'était ma première, je postulais pour la première fois et on m'a retenu. Dans le IN. Puis encore, Jamie. C'était l'œil rouge. Oui, exactement. C'est-à-dire, quand j'écrivais mon truc, je disais que non, c'est mort même. Le type là, Jamie, Simon, non, laisse tomber, il est trop high, quoi. Mais c'est ça, pour dire aux jeunes, il faut y aller. Il faut absolument. oser. Il faut, tu vois, prends ton billet, tu vas à Dakar. Pour les photographes, va à Bamako, et même à Dakar, parce qu'à Dakar, on montre beaucoup de la photo. Va voir ce qui se passe, va au Bénin, etc. Va voir ce qui se passe, c'est super important. Boris, je te remercie. Vraiment, ça a été très agréable de discuter avec toi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à apprendre encore non seulement de ce que tu fais, mais du parcours inspirant. Et j'espère que ça va inspirer aussi les jeunes qui nous ont quittés religieusement. Inch'Allah. On se donne rendez-vous, je ne sais pas, dans 3 ans, dans 5 ans, quand le travail aura encore évolué, on viendra prendre des nouvelles pour voir où tu en es et comment tu fais évoluer ça. Je suis ravi. Plaisir partagé. Yes, merci à toi. Merci. Ciao. Ciao. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off,
Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La Pause d'Art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.